bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode concernant l'ergotisme, le feu de Saint-Antoine. Pour ceux qui n'étaient pas connectés ou pour ceux qui prendraient cet épisode en premier, nous signalons que c'est la deuxième partie. Donc nous vous invitons à aller consulter la première partie qui est juste avant. Et qui traite de la biographie, des aspects historiques et du développement de ces épidémies d'ergotisme et de son retentissement dans l'histoire plus ou moins ancienne. Et dans cette deuxième partie, nous souhaitions aborder l'aspect plus scientifique, médical, prise en charge, etc. De cette affection qui a concerné beaucoup d'hommes depuis des temps presque immémoriaux. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est Bloody Nurse à la lecture et à la présentation. Tu es prête ? Je suis prête. C'est parti. Et c'est parti. Alors... Donc, on va parler un peu du moment où on va commencer à découvrir un peu l'ergot de seigle, on va dire, en tant que quelque chose de délétère pour le corps humain. Donc, c'est entre le XVIe et le XIXe siècle qu'on commence à comprendre l'ergotisme. En 1597, on a le naturaliste allemand Wendelin Thalius qui est le premier à suspecter un lien causal entre l'ergot de seigle et le feu de Saint-Antoine lors d'une épidémie en Hesse, en Allemagne, c'est ça ? Hesse. En 1630, c'est le docteur Thuillier qui observe que les gangrènes humaines sont liées au blé ergoté en s'appuyant sur la mort des volailles nourries avec ses grains. Le seigle ergoté, du coup. En 1676, on a Denis Dodart qui confirme ses observations et recommande une mesure préventive, le criblage des grains pour éliminer l'ergot. Donc le criblage, c'est tout simplement le fait de chercher les ergots et de les enlever. Oui, et puis comme le sclérote est visible, ouais. Et surtout beaucoup plus grand qu'un grain, si tu le passes au tamis, il est probable que ça qu'il reste... ne passe pas, tout à fait, ouais. Malgré les recommandations de Denis Dodart, il y a quand même une famille en 1709. La précaution est négligée, entraînant une épidémie majeure en Sologne, plus de 14 000 morts, j'avais dit. Parce qu'en temps de disette, tous les grains sont mangés, évidemment. Donc les gens, même s'ils savaient, en tout cas, ils n'étaient pas ignorants de la chose. Il a existé pendant très très longtemps, et même dans les époques assez récentes, les glaneurs qui passaient derrière les récoltes pour récupérer, y compris les grains qui étaient tombés par terre. Tout à fait. Pour essayer de... Oui, tous les grains étaient bons à manger, littéralement. Quand tu as faim, tu manges tout, quoi. En 1771, c'est M. Réad qui rapporte des expérimentations animales sur volailles et cochons qui montraient des nécroses et des troubles neurologiques et des décès liés à l'ergot de seigle, puisqu'il les a nourris avec. Après les animaux, c'est sur l'homme que se déroulent les expérimentations. Plusieurs savants tels que le russe Model ou même Parmentier font des expérimentations sur eux-mêmes et sur des mendiants aussi qui ne pouvaient pas se défendre. Et ça a apporté quelques petits soucis, on va dire, éthiques. Bon, pas à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, ça se pose des questions sur le truc. Sauf que les expérimentations faites par Parmentier étaient mélangées à une alimentation autre que pur seigle, 100% seigle ergoté, et en plus de bonne qualité. Donc l'expérience n'était pas vraiment efficace ces personnes n'ont pas eu vraiment de soucis. Donc les résultats ont été contestés. En 1783, l'abbé Tessier démontre de façon rigoureuse, pour le coup, la toxicité de l'ergot. Ces expériences animales reproduisent les symptômes, donc la gangrène, les convulsions, etc. Et avec une réversibilité si l'exposition cesse. Ces derniers décrira aussi les conditions favorables à l'apparition de l'ergot de seigle dans le traité des maladies des grains qu'on traitera par la suite. Apparemment, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque, ça. Ah oui, tout à fait.
C'est comme le livre de Jean Vito, là. Il que est tu as acheté en Kindle, ouais. en Kindle et que ce serait Écoute, pas mal de l'avoir en livre. il est vraiment hyper bien construit, vraiment super bien. Enfin, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, tu te dis, bon, c'est sur l'ergot de seigle, ça n'est pas hyper intéressant. En fait, si, c'est hyper intéressant. Donc, je vous le recommande. Donc, en 1853, on a Louis-René Tulasne qui prouve que l'ergot est un champignon, le Claviceps purpurea. Ses observations. Les cornes noires, les sclérotes dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont des structures de survie du champignon. Au printemps, ces sclérotes germent et produisent des stromas. Les structures libèrent des spores infectieuses qui contaminent les fleurs de céréales. Et le champignon remplace progressivement le grain par un nouveau sclérote riche en alcaloïdes toxiques. Son travail marque une étape clé dans la naissance de la mycologie moderne et de la compréhension des maladies liées aux toxines naturelles aussi. On va parler de ces fameux alcaloïdes dont je vous parle depuis tout à l'heure et un peu de chimie de l'ergot. Donc vraiment, si ça vous intéresse pas trop, passez, je sais pas. C'est là où ça devient intéressant, au contraire. Ouais. Pour ceux qui nous suivent, ils savent qu'on parle. Alors, fait nous beaucoup ne de recommandons pas la culture du seigle et de l'ergot de seigle dans son jardin pour fabriquer des dérivés de LSD. Il n'y a pas de... Oui, non, c'est un peu plus compliqué ça. Oui, puis c'est plus compliqué que ça, oui. Donc, c'est le professeur Arthur Stoll, en 1917, qui travaillait dans la firme suisse Sandoz, que tout le monde connaît, qui étudia la chimie de l'ergot, puis pour en identifier les principes actifs et en faire de la thérapeutique. Il faut savoir que Sandoz voulait un peu se démarquer, et donc ils ont parié sur les toxines, en fait, et les alcaloïdes, la chimie des plantes, alors que personne n'était sur le sujet à cette époque-là. L'ergotamine fut commercialisée pour la première fois en 1921 sous le nom de Ginergène pour le traitement des hémorragies de la délivrance. Et qu'on retrouve encore dans la pharmacopée moderne avec le ginergène caféiné qui existe encore. Mais à mon avis, ça ne doit pas être forcément au même dosage. Et c'est surtout donné pour des migraines maintenant. Oui, alors je vais en parler de tout ça aussi, tu vas voir. Donc, qu'est-ce qu'un alcaloïde ? Ce sont des substances chimiques toxiques produites par un champignon. Là, dans le cas de l'ergot, c'est le Claviceps purpurae. C'est la troisième fois que je vous le cite. Vous le connaissez par cœur maintenant. Donc, il se retrouve... Une interrogation à la fin. Voilà, interrogation surprise, attention. Donc, il se retrouve dans les cornes noires, donc les sclérotes, qui remplacent les grains de seigle contaminés. Les alcaloïdes sont fabriqués par ce champignon et grâce à un groupe de gènes spécialisés, un cluster. Tout commence avec, attention, préparez-vous, le tryptophane, qui est un acide aminé, transformé en une première molécule clé par une enzyme importante, la DMAT synthase. Tu me coupes si je me trompe. Falciparum est un peu plus poussé sur la chose, on va dire. Ensuite, plusieurs étapes produisent des molécules intermédiaires appelées les clavines. On a une enzyme qui permet ensuite de former l'acide lysergique, à l'origine aussi du LSD, qui sera synthétisé plus tard, et qui est la base de tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle. Il me semble qu'il y en a une douzaine d'alcaloïdes. À partir de là, le champignon fabrique différents alcaloïdes, dont l'ergotamine, qui est un des plus importants. C'est celui qu'on retrouve dans le ginergène. C'est ça. L'ergocryptine, l'ergométrine, pour les plus connus. Donc en fait, grâce à des petites enzymes spécialisées qui assemblent des petites chaînes d'acides aminés, etc. Les effets sur le corps de ces alcaloïdes. Ces substances, j'en ai déjà parlé avant, agissent sur les vaisseaux sanguins et le système nerveux. Donc on a des effets vasculaires pour les plus dangereux. Ils provoquent des contractions intenses des vaisseaux, donc ce qui est la vasoconstriction. Le sang circule mal, les tissus mûrs, ça provoque une gangrène. C'est ce qui est le plus connu, la chute du nez, des membres, etc. Des trucs un peu sympas qu'on voit dans les films et qui en fait sont réellement arrivés. Ensuite, on a les effets neurologiques avec... Alors ça, tu disais tout à l'heure que l'arrêt de l'exposition provoquait la réversion. La réversibilité des symptômes. Mm-hmm. Clairement, quand on est au stade de gangrène, ça repousse par un... Alors pour les formes les moins touchées, j'avais précisé. Un nez qui tombe, ouais, c'est ça. Oui, non, un bras qui tombe, on est ça d'accord. Ça repousse pas, on est d'accord. Voilà. Oui. Sauf chez les personnes sauf chez les personnes miraculées entre guillemets qui n'étaient pas touchées par l'ergot et qui faisaient croire que. Ensuite, on a les effets neurologiques, donc hallucinations, convulsions, troubles du comportement, comme des
des hérésies, enfin non pas des hérésies, des Hystérie ? hystéries, voilà. Donc tout ça, c'est ce qui explique les 2 formes classiques dont je vous ai parlé, donc l'ergodisme gangréneux et convulsif. On a aussi un petit point important qui est... alors, juste avant, je vous ai donné les effets les plus importants, je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a tout ce qui est abdominal aussi, les douleurs abdominales, les diarrhées, etc. Je ne les ai pas redétaillés puisque du coup, c'est pas les effets les plus importants. Mais du coup, là, tu nous parles que d'une exposition en inoculation par ingestion, Oui, c'est ça? oui. Donc là, on va parler de la présence dans l'air. Ah, ok. Donc il y a aussi comme quand on fait, par exemple, dans les moulins ou autres, quand on fait de la Exactement. farine, Tout à fait. disperse. Euh, Parce que il y a beaucoup de maladies professionnelles qui, justement, touchent les boulangers ou les meuniers qui sont en lien avec les poussières qui sont dégagées par l'activité de... Exactement. Ben voilà, tu as tout dit. Donc l'ergot n'est pas seulement dangereux par ingestion, mais aussi par inoculation. Oui, si, c'est ça. Par inoculation aérienne. Aérienne, voilà, c'est ça. Elles peuvent se transporter l'air via les spores contaminés fixés sur des poussières, en fait. Dans les lieux confinés comme les greniers, les caves, les silos, etc., les particules peuvent être inhalées et atteindre les poumons, et en particulier se fixer sur les alvéoles, pour les toxines, bien sûr. Donc ça reste essentiellement un risque professionnel ou environnemental, pour aujourd'hui en tout cas. À l'époque aussi, hein, mais aujourd'hui, si tu t'es atteint de l'ergot, ça serait à cause de ça, quoi. Ça serait pas... Ou alors ça serait manque de bol que tu aies mangé un pain contaminé, quoi. Alors, j'ai un petit peu expliqué, très rapidement quand même, le fonctionnement des alcaloïdes, etc. Maintenant, on va parler des mystères liés à l'ergot. On parlera du LSD un peu plus tard. Ok. Voilà. Si c'était ta question. Je sentais que tu avais une question. Non, vas-y, je t'écoute. On a plusieurs mystères. On va commencer par les possessions diaboliques. Ça donne envie. En France. Donc, on a les possédés de Loudun. C'est une affaire qui avait été traitée par Simon Predge, que j'avais beaucoup aimé l'épisode d'ailleurs. Donc Simon Predge, son podcast, c'est Ars Moriendi. Hein. On ne vous le présente plus, on vous en a parlé 14 000 fois. Donc c'est l'épisode 37 de la saison 4. Grand fan de Ars Moriendi. Ouais, très très grande fan. Vraiment, il a une façon de compter. C'est vraiment exceptionnel. Bref. Bon travail d'écriture et de mise en scène sur ces épisodes. D'ailleurs, on regrette que ces tournées ne se fassent pas en Europe et en France en particulier. Parce que là, je sais qu'il est, Simon, si tu veux venir faire tes tournées en Europe, on adorerait. Avec l'épisode, La Folie à deux, là, son spectacle qu'il fait tourner au Québec. Je pense qu'il aurait un succès certain en France. En tout cas, je pense qu'en plus, on serait les premiers à acheter des places, ça c'est clair. Donc c'est l'épisode 37 pour l'affaire de Loudun. Dans la saison 4 que je vous conseille donc vivement d'écouter, mais tous ces épisodes de toute façon. Bref. Donc, qu'est-ce que les possédés de Loudun? C'est sous Louis XIII, des religieuses ursulines affirmèrent que sous l'influence de leur confesseur Urbain Grandier, qui était un prêtre jésuite, elles étaient possédées par le diable, évidemment. Ces religieuses hurlaient, blasphémaient, proféraient des obscénités, elles avaient des rêves érotiques avec Urbain, voilà. Sous l'ordre du cardinal Richelieu, qui était un ennemi de Urbain, puisque Urbain avait publié un pamphlet violent contre Richelieu, une chasse aux sorcières commence alors. En 1633, on a une commission spéciale soutenue par le pouvoir royal qui ouvre un procès avec des accusations fragiles, type témoignage, pacte avec le diable, etc. Une défense écartée et de la torture pour obtenir des aveux. Il est proclamé innocent. Sauf que, malgré le fait qu'il ait été proclamé innocent et qu'en plus de ça, la mère supérieure avait retiré ses accusations quand même, il est quand même Grandier et condamné et brûlé vif en 1634 devant une foule massive.
Cette affaire de diablerie à Loudun provoqua un défoulement des foules suivant le spectacle des exorcistes et suscita une abondante littérature polémique. Ouais, c'est un épisode très très connu de l'histoire Ouais. de France, et de la petite histoire de France, on Oui. va dire, C'est ça. mais qui mêle quand même Richelieu, tout ça, et puis Ouais, c'est les grands noms les, qu'on connaît tous, quoi. les guerres Politiques et religieuses. religieuses qui étaient et les influences des uns des autres, parce que c'était surtout contre les jésuites. Oui. Cette affaire a pu être longtemps associée à l'ergotisme quand même, puisqu'il y a tout ce qui est lié au hurlement, enfin plutôt Hystérie l'ergotisme collective, neuro, quoi. Hein. Et tout ce qui est manifestation Ouais. entre guillemets d'hystérie C'est ça. collective, qui survient brutalement comme ça. Ouais. Donc, mais apparemment, c'est pas du tout de l'ergotisme, du coup, mais il semblerait que c'était. de la possession. Non, il s'agissait d'hystérie collective surtout, nourrie par il semblerait nourrie par des fantasmes de religieuses, associés surtout à des manipulations religieuses et surtout politiques. Bah oui. Ensuite, on a les possédés de Morzine. Tu connais ou pas? Alors, autant le premier je le connaissais, le deuxième je le connaissais pas. Morzine, je vois où c'est, mais cette affaire-là, non, je pense pas. C'est un des derniers cas de possession attribués à l'ergot. Donc c'est une histoire qui s'est déroulée entre 1857 et 1870 quand même. Le village de Morzine en Haute-Savoie, qui était alors italienne à l'époque, est le théâtre d'un phénomène troublant. Plusieurs dizaines de jeunes femmes, vraiment des jeunes filles même, sont prises de crises spectaculaires mêlant convulsions, hallucinations et épisodes de somnambulisme. Elles se disent possédées par des démons dans un contexte encore fortement marqué par les croyances religieuses. Le médecin local, le docteur Buet, évoque un diagnostic de démonomanie. Oh. On va pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous avez tous compris. Conseillant donc un isolement de ces jeunes filles qui, isolement, fut refusé par les villageois. Donc elles restèrent dans le coin. En 1860, Morzine devint française et les cas de possession continuèrent. On a 120 femmes de plus touchées. Rapidement, l'affaire attire l'attention des médecins français, dont Augustin Constance, qui est un inspecteur général des asiles, et qui parle d'épidémie d'hystérodémonopathie. Ouais, il y avait quand même, au niveau de la nosologie, il y avait quand même une description qui était sympa à l'époque. Ouais. D'autres spécialistes comme Joseph Artaud, qui est médecin aliéniste, viennent étudier ces cas aussi, à une époque où la psychiatrie est encore à ses débuts. Donc on pouvait miser sur la psychiatrie aussi. C'est là que tu as tous les pimpins qui vont arriver après sur... Et bien justement, les magnétiseurs, les spirites affluent, parmi lesquels Alan Kardec. Preuve de l'ambiguïté donc entre science et croyance quand même. Et la situation dégénère parfois même avec des exorcismes et une agitation collective croissante. En 1864, lors de la messe de confirmation des premières communiantes, l'évêque d'Annecy est même agressé par les confirmantes en transe. Eh ben voilà. Oui, c'est sympa. Les symptômes associés des douleurs, des mouvements cloniques, une force disproportionnée et une grande agressivité. Les possédées parlaient aussi français, alors que d'ordinaire, elles parlaient en patois italien de Haute-Savoie. Elles blasphémaient, proférant des jurons et se disaient possédées par le démon. Aujourd'hui, bien que l'hypothèse la plus couramment admise est l'intoxication à l'ergot, un tableau incomplet de la symptomatologie de l'ergotisme ainsi qu'une quasi-absence d'hommes touchés font penser aussi que cet épisode est interprété comme un cas de trouble psychique collectif. D'accord. Voilà. Même si on avait quand même un des cas, je crois que c'est à l'est du Rhin, c'était plus chez les femmes quand même. Bref. Ensuite, les épidémies de sorcellerie ont été associées aussi à l'ergot. Entre le XIVe et le XVIIe siècle, l'Europe et l'Amérique du Nord connaissent une vaste épidémie de sorcellerie, touchant aussi bien les régions catholiques que protestantes. Les accusations visent majoritairement les femmes, dans un contexte mêlant peur religieuse, croyance en le diable et tension sociale. Ces phénomènes apparaissent surtout dans les zones où le seigle est cultivé. Hasard, je ne crois pas. Notamment durant le petit âge glaciaire, période favorable au développement de l'ergot. Et il me semble que le petit âge glaciaire, c'était quand il y a eu un volcan qui a sauté en Islande, il me semble. Bah, tu as parlé du volcan de Sumatra. Oui, mais il y a eu plusieurs. Il y a eu celui d'Islande aussi. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Ouais.
Donc voilà. De nombreux symptômes décrits lors des procès aussi, oui, parce qu'il y avait des procès, puisque c'était de la sorcellerie. Des hallucinations, convulsions, sensations de brûlure, troubles mentaux, gangrènes, qui correspondent vachement aux symptômes de l'ergotisme quand même. Donc on a le cas emblématique des sorcières de Salem, bien évidemment. Oui, forcément. En 1692. Donc à la fin du XVIIe siècle, la chasse aux sorcières se déplace donc en Nouvelle-Angleterre, en Amérique du Nord, notamment à Salem. Donc on avait le contexte il y avait quand même pas mal de tensions politiques et religieuses, pas mal d'épidémies de variole et un climat puritain, très puritain. Donc on avait des jeunes filles qui présentaient des crises inexpliquées, convulsions, hallucinations, comportements extrêmes. Et ils étaient incapables d'expliquer médicalement ces symptômes. Donc les autorités concluent à une possession démoniaque et sorcellerie, tout simplement. Donc on a 67 personnes accusées, 30 condamnées, 19 pendus. Alors j'étais très surprise, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus, tu vois, quand j'ai lu le truc. Non, mais en fait, Salem, ça a été beaucoup plus monté en épingle que ça n'a été. En fait, il y a eu effectivement des trucs, mais ça n'a pas été aussi loin que certaines fictions l'ont apporté. Le procès reposera sur des preuves spectrales et des méthodes inspirées du Malleus Maleficarum. Ça aussi, un livre sympa à avoir dans sa bibliothèque. Progressivement, la fiabilité des accusations est remise en cause. Les procès cessent en 1692 et les accusés survivants sont libérés en 1693. On a quelques observateurs comme Samuel Sewell qui reconnaîtront plus tard quand même leurs erreurs, ce qui est pas mal. Les éléments qui rendent plausible d'une intoxination à l'ergot. Donc on avait les conditions climatiques favorables pour ça, puisque le temps était mauvais, les terres étaient froides, etc. On avait de l'ergot dans les champs, apparemment, ça a été montré, et des symptômes compatibles. Donc les populations exposées consommaient du pain ou de la bière à base de seigle. Et donc du coup, c'est une hypothèse probable, mais non démontrée par contre. Donc, on n'est pas sûr, mais c'est probablement ça. En Europe, on a pas mal de procès en Angleterre, en Norvège, etc., qui montrent des symptômes similaires chez les accusés et les victimes. Donc, toujours pareil, hallucinations, spasmes, troubles sensoriels, comportements délirants, etc. Donc, encore compatible avec une intoxication à l'ergot. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de procès et de gens pendus, brûlés, etc. Mais derrière les démons qu'ils croyaient voir, il y avait sûrement l'ergot du coup. Mais c'est quand même la peur qui a allumé les bûchers de ces personnes. Ensuite, on a la peste noire qui a été aussi associée à l'ergot de 1348 qui a, elle, provoqué une mortalité massive en Europe. On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est sûrement tous ces décès. Pardon ? Multifactoriel. Voilà, c'est multifactoriel. Donc, on a l'historienne Marie Kilbourne-Motossian qui propose que cette mortalité de la peste noire pourrait être en partie aggravée par l'ergot et d'autres champignons de type Fusarium. Les mycotoxines auraient affaibli le système immunitaire, favorisé les infections, réduit la fertilité. Le climat humide de l'époque, favorable au développement de ces champignons, renforce l'hypothèse. Cependant, la lente reprise démographique s'explique surtout par la répétition des épidémies de peste jusqu'au XVIIe siècle. La peste noire tue, mais l'ergot pourrait avoir affaibli les corps, rendant la catastrophe encore plus meurtrière. D'où le fait que c'est compliqué de dénombrer spécifiquement pour l'ergot. Ensuite, les fameuses folies dansantes ou chorémanies. Qui ont été traitées aussi. Celle-là, elle est connue aussi. Ouais, qui ont été traitées. Mais il me semble qu'Ars Moriendi l'a traité aussi. On a les filles dans Les Mystères Mystérieux. Il me semble que je l'ai vu aussi. Qu'elles ont traité l'histoire. C'est possible. Voilà. Bon, bref. Au Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle, des épidémies de folie dansante apparaissent en Europe, surtout dans la région rhénane. Les personnes touchées dansent de manière incontrôlable, parfois pendant des jours, jusqu'à l'épuisement, avec des hallucinations, des convulsions et des cris. Ces phénomènes sont associés au mal de Saint-Guy, mais ce n'en est pas. L'épisode le plus célèbre se déroule donc à Strasbourg en 1518, où des dizaines de personnes se mettent à danser sans s'arrêter. Les autorités oscillent entre explications médicales avec un déséquilibre du corps et évidemment religieuse, punition divine, influence du diable, etc.
La cause de ces crises est restée inconnue pendant des siècles. Enfin, oui, si. Et aujourd'hui, l'hypothèse la plus logique évoquée, c'est l'ergot de Seigle qui pouvait provoquer les hallucinations, les mouvements incontrôlés et les convulsions sans perte de connaissance. Mais on ne peut pas tout expliquer par l'ego, hein, évidemment. C'est un phénomène multifactoriel, comme on a déjà dit. Ouais. Donc les épidémies seraient liées à la combinaison de facteurs, hein, intoxication alimentaire, famine, carence, hystérie collective, tensions sociales, religieuses et politiques. Bref, un contexte de misère et de crise qui joue un rôle majeur. Alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était associé aux danses de Saint-Guy, mais c'est utilisé à tort. Oui, parce que la danse de Saint-Guy, Oui. nosologiquement, en médecine, c'est autre chose. Oui, la c'est Corée de Huntington. Sydenham et Huntington. Oui, c'est Ouais, les c'est ça. chorées. Alors, les chorées, c'est des maladies neurologiques où il y a des grands mouvements désordonnés qui prennent la racine des membres, qui ne sont pas des mouvements tonico-cloniques comme des convulsions avec... Enfin, c'est un peu différent. C'est un peu plus lent, notamment, les mouvements. Et donc, il y a des grandes chorées comme Huntington ou Sydenham qui sont plus associées à ça. Et qui, pour le coup, ne sont pas... sont des maladies neurologiques Oui. bien identifiées. Mais c'est pas la même chose, du coup, que les chorémanies. On a aussi certaines traditions, comme Luxembourg, au duché de Luxembourg, qui date du XIe siècle, qui est la procession dansante d'Echternach. Moi, je dirais Echternach. Bon, moi, j'ai plus le côté espagnol en moi, tu vois. Et en fait, cette procession dansante pourrait être liée à l'ergot aussi. Ensuite, on a un épisode que je ne connaissais pas non plus. Peut-être que toi, tu la connaissais. C'est la Grande Peur de 1789. En juillet et août, au début de la Révolution française, lors de la Grande Peur, et on a une vague de... Oui, je connais cet épisode, mais je ne l'aurais pas associé à l'ergotisme. Écoute, apparemment... Alors, Après, c'était un épisode... Enfin, le début de la Révolution française, c'est associé à des grandes famines, à des grandes misères sociales, avec c'est ce qui a créé des troubles. Hein. Les gens ne pouvaient plus s'alimenter, etc. Oui. Donc, il y a une vague de panique dans les campagnes. Complot, attaque imaginaire, etc. Et un climat défavorable, en fait. Les conditions climatiques désastreuses, des récoltes médiocres, une alimentation de mauvaise qualité, favorisant le recours au seigle et donc avec possibilité d'avoir de l'ergot. Selon l'historienne Marie Kilbourne-Motossian, dont je parlais tout à l'heure, les circonstances auraient pu favoriser une intoxication à l'ergot, puisqu'on a certains témoignages qui évoquent des hallucinations, des spasmes et crismes convulsifs compatibles avec l'ergotisme. On a des phénomènes similaires observés à la même époque en Europe. Mais même si l'hypothèse de l'ergotisme reste discutée, elle suggère quand même que la Grande Peur pourrait être liée, au moins en partie, à une interaction entre crise sociale, disette, troubles psychologiques, contribuant à amplifier la panique collective. Quoi. Ouais, c'est ce que je disais. Donc c'est un peu mélange de tout. Le dernier, le petit pont Saint-Esprit ou le pain maudit, dont tout le monde, je pense, a entendu au moins parler une fois. Oh, oui. Donc on a... Beaucoup de théories sur ça et pas mal de choses qui sont encore pas trop calées. Ouais, alors je ne l'ai pas détaillé comme Simon Predge dans Ars Moriendi sur l'épisode 27 ou Distorsion dans l'épisode 104. Vous l'avez aussi dans Affaires sensibles, Entrer dans l'histoire, une histoire particulière, enfin bon bref. Il a été traité 1 million de fois, de manière différente, très documenté, super bien fait. Celui de Distorsion, je m'en souviens, il est très très bien fait, et celui d'Ars Moriendi aussi, hein, bien sûr. Donc, je ne me suis pas amusée à redétailler encore un épisode qui sera beaucoup plus sympa à écouter ailleurs. Mais je vais vous expliquer quand même le côté plus ergotique, on va dire. Donc, en août 1951, dans la petite ville de Pont-Saint-Esprit, en France, bien sûr,
une intoxication collective frappe brutalement la population après la consommation de pain provenant d'une même boulangerie. Au total, on a plus de 250 personnes qui sont touchées, dont 50 seront hospitalisées en urgence et plusieurs internées en psychiatrie. Le bilan officiel fait état d'au moins 4 à 7 décès selon les sources. Les symptômes sont spectaculaires et déroutants. Hallucinations intenses, crises d'angoisse, convulsions, troubles du comportement, visions terrifiantes. Certains patients présentent des délires extrêmes, tentatives de fuite, automutilation, voire des gestes suicidaires. Très vite, le médecin évoque une intoxication alimentaire. Et l'hypothèse la plus sérieuse est celle d'un ergotisme dû à la présence du champignon dans la farine. Les symptômes observés correspondent à la forme convulsive et hallucinatoire décrite depuis le Moyen-Âge. Cependant, malgré les enquêtes, la cause exacte ne sera jamais totalement établie avec certitude. Des décennies plus tard, dans un contexte marqué par la révélation des programmes secrets américains sur les substances psychoactives, et c'est ça, certains auteurs ont avancé une hypothèse plutôt troublante, celle d'une possible expérimentation impliquant des dérivés du LSD et de la CIA. On est sur la même chose, mais la main humaine et la synthétisation synthétique du LSD serait peut-être là. Exactement. Bon. Si cette théorie reste débattue et non prouvée, elle contribue à entretenir le mystère autour de l'affaire. Ensuite, on a d'autres explications possibles à tous ces phénomènes d'épidémie au cours des siècles. On a plusieurs autres types de pains de misère, puisqu'on les appelle les pains de misère, puisque ce sont des pains qui sont utilisés lors de moments de disette. Donc on utilise n'importe quelle culture pour en faire de la farine et en faire du pain, pour pouvoir manger. Donc on a d'autres plantes aux effets néfastes, souvent associées aux autres farines dans les pains de misère lors des disettes et crises alimentaires. Avant l'apparition des herbicides, il existait plus de 150 plantes associées aux champs de céréales lors de la moisson, ayant pu être mélangées à l'ergot de seigle et être confondues avec. Notamment, on a le coquelicot et le bleuet de France, c'est ça ? Comment ça s'appelle ? Et c'est le bleuet qui est associé à la mort aussi, notamment avec la Première Guerre mondiale et tout. Bref. Après, le bleuet, c'est le symbole de la plante qui... la première repousse dans les tranchées après les batailles. Donc c'est pour dire que ça pousse dans des environnements un peu extrêmes. Chaotiques. Donc on a deux plantes qui ont des symptômes ressemblants. Donc l'ivraie. Je ne sais pas comment ça se prononce, livraie ou livraie. Livraie. La même prononciation que séparer le bon grain de l'ivraie. Ah oui, c'est dans vrai. L'expression commune en France de dire tout à fait. Il faut pouvoir sélectionner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Donc c'est vraiment cette plante-là, l'ivraie. Alors, je vais vous surprendre, mais elle a des propriétés stupéfiantes qui rappellent les effets de l'ivresse. Ah oui. L'ivraie, alcoolique bien sûr. Elle est utilisée comme fourrage ou pour engraisser les poules et ses effets étaient connus depuis l'Antiquité. Elle est faiblement toxique et son alcaloïde, la thémuline, a une toxicité cérébrale. Valmont de Beaumard, dans son dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, explique que les pains ayant de grandes quantités d'ivraie enivrent et causent des maux de tête, des éblouissements et des assoupissements. Ça peut causer aussi des tremblements des membres, de la langue, des troubles digestifs, des sueurs froides, des délires et des transports furieux. Eh ben. Après, c'est pas le même tableau que l'ergotisme. Non, mais on a les troubles digestifs et les tremblements, donc voilà. Ensuite, on a la nielle, des blés ou nigel. Je viens de regarder sur Wikipédia. Parce qu'il me semblait avoir une vieille notion que l'ivraie portait aussi le nom de zizanie. Oui, tout à fait. C'est assez drôle comme nom. Oui, ça, je l'avais vu, mais bon, je ne peux pas tout mettre à un moment donné. Non, mais c'est parce que j'avais une fulgurance comme ça en me disant, mais il me semble que l'autre nom aussi, c'est zizanie. Et effectivement, c'est ça. Ensuite, la nielle des blés ou nigel. Toxique dans son ensemble, mais surtout dans ses graines noires contenant des molécules toxiques. Elle est à l'origine d'intoxications aiguës ou chroniques, responsable de douleurs abdominales, de diarrhée,
d'amaigrissement, de vertige, de tremblement et de paralysie. Mhm. Voilà. On a d'autres mycotoxines. Le champignon de l'ergot n'est pas tout seul, bien évidemment. Dans les céréales, d'autres poisons sont invisibles et circulent déjà, et certains étaient encore plus meurtriers. Les principales sont les aflatoxines. Aflatoxine. De l'aspergillus. Exactement. Donc, on connaît bien en milieu hospitalier parce que c'est en particulier quelque chose qu'on redoute parce il tapisse les murs de presque tout. Et dès qu'il y a des travaux, on doit faire une prévention de dissémination de l'aspergillose parce que les patients qui sont immunodéprimés ou moins compétents immunologiquement sont exposés à l'aspergillose. C'est ça. Alors moi j'avais noté, j'étais plus dans l'alimentaire parce que j'avais dit qu'il contaminait les fruits secs, les arachides, les céréales et les mûres. Ensuite on a les fumonisines ou fusarium. Présentes surtout dans le maïs et liées à des maladies animales et des cancers de l'œsophage. Ensuite on a la trichotécène, fusarium toxine T2, quelque chose à dire ça contamine les céréales, provoque des troubles digestifs, cutanés et surtout une atteinte grave de la moelle osseuse. Ça peut entraîner une immunodépression sévère et des hémorragies. On a comme exemple dans les années 1930 en URSS ces toxines qui provoquent une maladie grave appelée l'alimentary toxic eulachia qui provoque des anémies, des infections, des saignements et beaucoup de morts. On a vu dans son ensemble toutes les petites histoires un peu mystérieuses. On a parlé un peu des autres types de champignons, on va dire. Maintenant, on va parler du LSD, puisque ça méritait son petit chapitre aussi, bien sûr. Donc, c'est parti ? Eh bien, écoute, oui. Pendant des siècles, donc, l'ergot fait délirer les foules sans qu'elles le sachent. Avec le LSD, c'est l'homme qui décide de provoquer lui-même ses visions. Le LSD est une molécule issue des alcaloïdes de l'ergot de seigle. Je pense que ça ne vous surprend pas maintenant, là où on en est. Dans les années 50, il est commercialisé sous le nom de Délyside et utilisé en psychiatrie pour faciliter la psychanalyse, pour mieux comprendre les psychoses et notamment la schizophrénie. Mmh. Et certains médecins vont même jusqu'à expérimenter le LSD sur eux-mêmes. Beaucoup. Et en particulier chez les psychiatres. L'idée étant de reproduire temporairement un état psychotique pour mieux l'étudier. Après la découverte du LSD, Albert Hofmann, donc je vous ai fait un peu en introduction. Moi, je suis surpris que tu nous dises pas, que tu te lances pas sur qu'est-ce que ça veut dire le LSD et d'où ça vient. Parce que LSD, ça vient de l'allemand Lysergsaur-diéthylamide. Bon, en français et en chimie internationale, c'est le diéthylysergamide. Voilà. Mais je te sentais pas parti sur de l'allemand. Non. Donc, je me suis même pas posé la question de savoir à quoi correspondaient les lettres, en fait, parce que pour moi, c'est LSD égale drogue. Délire, psychédélique. Donc, du coup, je vous ai fait en introduction. Je vous ai fait un petit... la lecture d'un passage d'un livre de Hofmann, Albert Hofmann, qui fait partie de la firme de Sandoz. Qui a participé à la découverte donc, des possibilités multiples de l'ergot de seigle quand il est synthétisé, et donc la découverte du LSD. Mais il s'intéresse aussi à d'autres substances hallucinogènes, donc il va aller partir sur tout un tas de champignons, de cactus, de plantes rituelles, etc. pour s'amuser avec, on va dire, et aider en psychiatrie. Les travaux de Hofmann sont sympas et il y a plein de trucs qui sont... peut-être que ça vaudra le coup de faire un point, un épisode, un bonus sur lui. Mais du coup, comme tu as vu, il a grandement apprécié son essai clinique sur lui-même du LSD, puisque tu as vu au tout début, j'en parle. C'était assez marrant comme il aimait bien ça. Alors, il met en évidence un point commun à toutes ces plantes, c'est que les substances modifient la perception via des mécanismes proches, notamment liés à la sérotonine.
Mhm. Donc le LSD provoque des effets puissants et variables, donc les hallucinations visuelles, auditives, tactiles aussi, des déformations du temps et de l'espace, des expériences mystiques et délirantes, des modifications de l'humeur, de l'euphorie, de l'angoisse, de la dépression, et même de la dépersonnalisation. Ça provoque aussi un risque, forcément, des risques, donc des passages à l'acte dangereux, des épisodes psychotiques et des décompensations chez les sujets fragiles. Par contre, le LSD ne provoque pas de dépendance physique. Mhm. Ça a un impact psychique majeur, mais il n'y a aucune dépendance physique. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut vous amuser à essayer. D'accord ? Mhm. Tu n'essaieras pas, Falciparum. Non, non. Moi, je suis pas très drogue. C'est ça. Le LSD Non, mais en vrai, il y a des gens qui sont plus sensibles Oui, tout que à fait, d'autres ouais. et tout ça. Et en fait, moi, je suis très peu sensible. Je suis pas, Oui, je suis pas un essayeur et voilà. moi non plus. Le LSD influence fortement, a une grosse influence aussi au niveau culturel et artistique. On l'a vu sur les 70s avec tout ce qui est les hippies, etc. Ça a influencé la peinture, la littérature, la réflexion sur la conscience, etc. Mais paradoxalement, les œuvres sont rarement créées sous l'effet, mais après coup. Ouais. Aux États-Unis, le LSD va devenir très populaire grâce à Timothy Leary, qui est des mouvements étudiants et hippies. Et il est présenté comme un outil spirituel, un moyen d'expansion de conscience. Mais le problème, c'est que les expériences sont mal encadrées, il y a des accidents, des crises psychotiques et des dérives sociales. On a une diffusion massive à ce moment-là. On a 1 million d'Américains quand même qui l'ont testé en 1968. C'est énorme, je trouve. Et du coup, le LSD est interdit en 1968 aux États-Unis. Il a été classé comme stupéfiant dans le monde entier. Il reste quand même malgré tout utilisé illégalement aujourd'hui et très souvent associé à la culture festive, les raves, etc. On a donc un médicament, une drogue, pas un médicament, le LSD qui est un héritier direct de l'ergot, même si l'effet, c'est synthétisé, quoi. Il est synthétisé. Bah, comme toutes les plantes qui créent des alcaloïdes, Mm. il y a un certain nombre d'alcaloïdes qui sont plus utilisés que d'autres, en particulier qui sont plus détournés que d'autres. Et quand on est sur la synthèse, on sélectionne le ou les molécules qui sont entre guillemets les plus intéressantes pour l'effet neuropsychoactif qui est recherché. Et donc, tu as, un côté plus, à la fois plus pur, plus concentré, et que quand tu as une plante où tu as des compositions qui sont diverses. Il y a la même chose pour la plante de coca versus la cocaïne et pour ce genre de molécules-là. En fait, quand c'est dilué dans l'environnement et dans la plante, tu as une concentration, une pureté qui est un peu différente. Oui. On revient donc du coup sur l'histoire de Pont-Saint-Esprit, donc où ça aurait été un test de la CIA, mais on a aussi, Projet MK Ultra. c'est ça, le projet MK Ultra. Et là aussi, D'ailleurs, si vous on cherchez refait le pont sur Hoffman qui a des liens avec ça, en particulier sur la diffusion, enfin sur la culture de diffusion et sur la dépénalisation de ce genre de drogue-là. Il faudra qu'on fasse un épisode sur Hoffman, je pense. On a plein d'épisodes à faire en fait. On a aussi On eu a des... moins de temps que d'épisodes en tête. C'est ça. Oui, c'est le problème. On a aussi le LSD qui a été qui a été utilisé sur la mer américaine pour en faire des super soldats, il me C'est semble. vrai. C'est ça. Dans les années 60 C'est vrai qu'ils aussi. ils ont fait ce genre d'expérience Ouais, en pour en faire des essayant super soldats et en fait ça a été Ouais, ils ont un échec. bah après, les soldats, on a toujours tenté de les augmenter avec des molécules. L'héroïne a été créée pour les soldats. Ouais, c'est ça. On met. Alors, il y a encore pas très très longtemps, quand ils ont utilisé les bombardiers B-2, les Américains, et en particulier sur la première guerre, oui, la première guerre en Iran, là, quand la guerre des 12 jours, quand ils sont allés bombarder les sites militaires et nucléaires iraniens,
J'ai vu passer des articles comme quoi les, je vais dire les chauffeurs, les pilotes des bombardiers qui avaient fait quasiment le tour du monde en partant depuis les États-Unis, en fait étaient Oui, sous oui. amphétamine, Bah, tu m'étonnes. tout ça. Donc, tu essayes toujours d'augmenter tes soldats de façon à ce qu'ils soient plus efficaces, plus vigiles, plus forts, Mm. etc., etc., quoi. Donc oui, forcément, ça a été Ouais. testé. Donc, du coup, c'est... Plus ou moins avec la volonté et Ah, l'information bien correcte sûr, des soldats, comme bien sûr. d'habitude, hein. On a donc ce test-là, c'est l'opération Midnight Climax, si ça vous intéresse, et c'est un sous-projet de MK Ultra. Et apparemment, ça a été soutenu par la CIA et le Federal Bureau of Narcotics entre 1953 et 1965. Voilà. Aujourd'hui, comment on traite le seigle ? C'est toujours la même chose, hein, criblage. En amont, prévenir la contamination par l'ergot. L'ergot est surtout un problème de prévention. Il y a peu ou pas de traitement curatif efficace dans les champs. Les sources techniques rappellent qu'il n'existe pas de solution foliaire vraiment opérationnelle en routine et que la stratégie repose d'abord sur l'agronomie. Après la contamination, il faut limiter la diffusion par le criblage donc et sécuriser les lots. Quand la contamination existe déjà, l'objectif n'est plus de soigner la culture mais de gérer le risque en fait. Ensuite, les repères réglementaires utiles en Europe. Donc, les teneurs maximales existent pour les sclérotes d'ergot et pour la somme de 12 alcaloïdes dans certains céréales et produits céréaliers. Ces seuils ont été renforcés progressivement ces dernières années. Donc ça, c'est généralement quand on sait qu'on ne peut pas éliminer complètement un On met des produit, seuils, on ouais, essaie de définir la quantité maximale admissible pour ne sur... pas être toxique. Ouais, c'est ça. Et là aussi, pareil, sur le Patreon, vous avez des petits articles qui expliquent ce que sont les doses toxiques, etc. Et enfin là-dessus, l'ergot ne peut pas être éradiqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le champignon étant toujours dans les graminées sauvages, il peut contaminer les cultures céréalières. Mhm. Les traitements médicaux. Je vais faire un petit détail sur un peu tout ce qui peut être fait avec l'ergot, puisque après la découverte des alcaloïdes par le professeur Stoll et Hoffmann à Bâle, ça a été utilisé à des fins thérapeutiques, hein, hormis le LSD qui nous a bien fait rire. On l'utilise pour autre chose. Les cultures étaient volontairement infestées, du coup, suite à la découverte, avec le champignon dans plusieurs régions du monde, notamment en Inde, en Pologne et en Galice, qui est en Espagne. Les récoltes étaient organisées en juillet, juste avant la moisson, et le rendement était de 300 grammes d'ergot pour 1000 kilos de grains de seigle. Il fallait beaucoup bosser, hein. Apparemment, ils étaient mal payés. Enfin, bon, c'était les enfants et les femmes qui faisaient ça. Bon, c'était... Étonnant, dis donc. Ouais. Le tout était traité et envoyé à Hambourg pour être exporté dans le monde entier, et cela avant la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, ces récoltes spécifiques ergot de seigle ont disparu et elles sont remplacées par la synthèse chimique des alcaloïdes dans les laboratoires pharmaceutiques. Eh oui. Donc On produit plus, mieux, de façon c'est ça. plus pure. De nombreux médicaments à base d'alcaloïdes modifiés sont commercialisés à cette époque par sandose. Donc on a des traitements contre l'hémorragie utérine, des traitements contre la migraine, dont tu parlais tout à l'heure en association avec la caféine. Oui, c'est le méthergin, la méthylergométrine, qui est utilisé pour l'hémorragie utérine. Tout à fait. Donc on C'est a un ocytoxique. les traitements de la phase aiguë et de la phase chronique. Sauf qu'il y a des traitements qui ont été arrêtés, donc anti-migraineux, à cause de la survenue des lésions iatrogènes. Donc c'est les ischémies des membres inférieurs, des thromboses, des angines de la poitrine, des infarctus du myocarde, des ischémies rétiniennes et de la cécité, et des fibroses péritonéales responsables de troubles rénaux. Donc ça faisait quand même beaucoup, donc il y a des traitements qui ont été arrêtés. Il y a des traitements de fond de l'hypotension orthostatique qui ont été faits aussi, ou des troubles de la sénescence. Tu nous expliques ce que c'est ? La sénescence, c'est le fait de devenir vieux et d'avoir des conséquences de la vieillesse. Des troubles de l'hyperprolactinémie aussi, et certaines stérilités et tumeurs de l'hypophyse, et des troubles état psychotiques, des traitements de l'état psychotique par LSD, donc le Délyside dont je vous ai parlé aussi, qui a été arrêté en 1966
car on avait une diffusion incontrôlée et une utilisation en stupéfiants. Mhm. On a ensuite les traitements de la classe des antibiotiques, donc les macrolides, et les antirétroviraux utilisés dans le VIH qui peuvent entraîner une accumulation d'ergots de seigle au niveau du foie et donc provoquer une intoxication. Mhm. Le traitement moderne de l'ergotisme gangréneux repose donc aujourd'hui sur l'élimination des toxines digestives par lavage gastrique, administration de charbon actif associé à des perfusions d'héparine. Le charbon actif, il faut que tu agisses très très vite après l'ingestion, sinon après Eh ça oui, passe. surtout pour le lavage gastrique aussi. Mhm. De vasodilatateurs et plus ou moins des corticoïdes pour établir la circulation des extrémités. Mais comme on a vu tout à l'heure, si tu es en phase aiguë, tu auras tes traitements au bout de 4 heures, donc tu peux avoir ton traitement rapidement. Et donc du coup, l'ergot de seigle est beaucoup moins utilisé à des raisons en termes de traitement. Migraine. Voilà. Parce qu'il y a les triptans maintenant qui sont plus C'est efficaces. exactement ça. Il y a les nouvelles classes thérapeutiques comme les triptans qui ont été mis en place pour les migraines. Mhm. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. J'espère que je n'ai pas été trop académique, on va dire, et que ça vous aura plu, chers auditeurs. Bah écoute, merci, ça a été intéressant. Moi, j'ai appris des trucs sur ça. Il y a J'ai en appris particulier des trucs à falsiparum. en particulier sur l'épidémie à Morzine que je connaissais pas là, cette Oui. épidémie-là. Bah écoute, c'était intéressant. On a essayé cette fois-ci de faire en 2 parties pour faire des épisodes un petit peu moins longs, un petit peu moins lourds. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous préférez 1h30 ou 2 fois. Ouais, il est possible que je laisse en 2 fois petite partie, et puis pour ceux qui préfèrent en un seul épisode. Je sais que notamment ceux qui font beaucoup de routes ou ceux qui font leur ménage ou qui mettent ça pour s'endormir le soir. Parce qu'il y en a, on sait. Big up Franck. On vous connaît. Franck de la Réunion. Des fois, il y en a qui préfèrent avoir un truc très très long qui part. Bon, voilà. Donc j'essaierai de faire tout ça au montage. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un petit retour là-dessus. En tout cas, merci à tous pour vos retours et vos écoutes. Ça continue à nous faire chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à nos plateformes. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute standard, Spotify, Apple Podcast, toutes les autres. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Donc, on a notre page sur Facebook, la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. On a Instagram sur medicinecity.podcast, Falsiparum, medicinecity.podcast aussi. Falsiparum Medicine City sur Insta et bloodiners.medicinecity. C'est là où on est le plus souvent, Insta. Ouais, exactement. Partagez, likez, commentez, sentez-vous libre de nous faire vos retours et vos suggestions. Ouais. Falsiparum, je te laisse du coup nous teaser le prochain épisode. Bah écoute, faudrait qu'on réenregistre cet épisode sur les orphelins de Roumanie et sur les irrécupérables. Donc je pense que ça va être celui-là et on va essayer de se recaler un petit moment dans la semaine entre nos 2 emplois du temps qui sont un peu denses. Et voilà, donc je pense que ça va être celui-là et après je traiterai un autre, on verra. Ok, très bien. À bientôt. À bientôt et restez à l'écoute des pulsations qui montent depuis les ruelles sombres de la ville. Au revoir. Au revoir.